on va dire, c'est une première étape dans l'entreprise intelligente. Alors, c'est ce qu'a fait, par exemple, sur un autre exemple, un de nos gros clients allemands, BASF, alors lui, la problématique était complètement différente, c'est le rapprochement de factures. Voilà, j'ai 3 factures, un paiement, 12 paiements, 15 factures, comment je fais pour rapprocher tout ça? Alors, à l'origine, il y a quand même des centaines et des centaines de personnes qui travaillent à plein temps chez BASF pour faire ce rapprochement de factures par rapport au paiement bancaire. À l'origine, ils avaient 40% de match entre, voilà, tu me devais 1000 et tu m'as versé 1000. Bon, ça c'est cool, ça marche bien. Par contre, il y avait 60% des cas où, en fait, tu m'as filé 500, puis après tu m'as filé 400, puis après tu m'as filé 100. Moi, je ne retrouve pas la facture, elle était de 1000, quoi. Donc, j'arrive pas à retrouver les écritures comptables. Donc, il y a des gens qui cherchent, ça prend du temps, c'est compliqué, etc. Donc, ils ont ils ont créé avec des experts comptables, financiers, etc., des règles comptables et des règles métiers assez compliquées, et ils sont arrivés à 70%. Voilà, c'est déjà mieux, hein, beaucoup mieux, mais il reste quand même 30% sur quelques millions d'écritures, ça fait quand même pas mal d'écritures à faire à la main. Et donc ils ont mis en place donc notre nouvelle ERP avec ce qu'on appelle nous un truc qui s'appelle Cash Application. Voilà, c'est une application avec du machine learning embarqué dedans, et ils sont arrivés à un taux de 94% de matching. Voilà, c'est ce genre d'exemple. En quelques mois d'intégration, voilà, on est arrivé à 94% de matching. Ça veut dire qu'il en reste toujours 6. Hein. C'est toujours pas parfait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça sera jamais 100% parfait. Mais plus, on va dire, avec le feedback, si vous vous souvenez de cette notion de cercle, avec le feedback, en fait, les 6%, on va peut-être les atteindre, hein, les 6 points qui manquent. Parce qu'on va apprendre petit à petit des écritures qui restent à faire. Voilà, donc ça c'est un exemple sur cette partie, on va dire, application, côté SAP qui délivre des cas d'usage clés en main. Alors, tout ça, vous l'avez compris, ça c'est des applicatifs, donc après, j'ai des documents qu'on partagera, je ne sais pas comment on se débrouillera, Jean-Luc, mais j'ai de la doc sur quels sont les cas d'usage, s'il y en a qui sont intéressés, on a même des explications de comment ça marche, etc. Donc voilà, c'est des choses que je pourrais partager avec vous sur cette partie-là. Tout ça, ça repose, on l'a dit tout à l'heure, sur une plateforme. Parce que vous imaginez bien que aujourd'hui, tous nos applicatifs, vous avez vu, ils s'appellent S4 ANA, C4 ANA. Bon, il y a là-dedans, hein, si vous faites des maths, il y a toujours ANA qui est écrit. Et il y a quand même une corrélation assez forte entre les noms et ANA. Et donc, tout ça, ça repose sur notre plateforme ANA. Cette plateforme ANA, alors elle n'a pas 1 an, elle n'a pas 50 ans, elle en a à peu près 10. À peu près 10 ans, et donc à l'origine elle était que on-prem. Aujourd'hui, son petit nom de code quand on est dans le cloud, c'est SCP, SAP Cloud Platform. Voilà. Mais en gros c'est un peu la même chose. Okay, c'est juste qu'il y en a une qui va être dans le cloud et l'autre pas. À l'origine, elle a été faite pour remplir des besoins qui étaient de motoriser nos applicatifs de façon plus rapide, tout simplement. Hein, comment je vais faire pour que mon ERP d'il y a 10 ans, en fait, il allait beaucoup plus vite, parce qu'on était sur Oracle, ou sur ceci, ou sur cela. Il y avait on va dire, un modèle de données, etc., qui ne convenait pas bêtement à ce que voulait faire SAP dans le futur. Et donc, un de nos patrons, Asso, Partner, s'est dit, tiens, on va inventer une nouvelle base de données qui va plus vite. Donc, qui va plus vite, ça veut dire qu'elle est en mémoire, elle est multicore, parallélisation, etc., des compressions. Bon, des trucs techniques, moi je ne suis pas un expert en base de données, mais voilà, des trucs techniques de base de données qui permettent à la base de données d'aller plus vite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'origine. Une fois qu'on a fait ça, et puis qui permet de traiter aussi les données transactionnelles et analytiques en même temps. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, ok, ça va plus vite, c'est cool. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'ouvrir sur un monde un petit peu extérieur? Donc est devenue la notion d'intégration de données, de qualité de données. Donc tous ceux qui connaissent un peu les produits historiques de SAP, on va parler de data services, de choses qui permettent de faire de l'ETL, voilà, qui ont été mis dans la plateforme, enfin, dans la base de données, et ce qui devient maintenant en fait une plateforme. C'est plus seulement qu'une notion de base de données. Donc on va avoir des notions de data services ici, data steward, peut-être des produits que vous connaissez ou que vous avez déjà entendu parler. Voilà. Donc tout ça c'est intégré, alors ça peut avoir des petits noms de code un petit peu différents
quand on est dans ANA, mais en gros, c'est ces produits qui viennent de Business Objects, Sybase, etc., toutes ces acquisitions passées, qui ont été rajoutés pour faire de l'intégration de la qualité de data. Évidemment, la notion de, vu que c'était à peu près au moment où Hadoop commençait à exploser un peu, des notions d'intégration avec Hadoop, alors Spark, tout ce que vous voulez. Voilà, donc on va pouvoir piloter à partir d'ANA, des clusters, bon, voilà, tout ça au sein de cette plateforme. Et puis, on s'est dit, voilà, c'est là où je vais parler un petit peu plus, donc je vais sauter ici. On s'est dit, cette plateforme, ce serait bien que nos partenaires, ou même nous, SAP, ou etc., on puisse aller développer des applications. Et donc c'est pour ça que tout un niveau de application development avec des serveurs qui permettent de développer vos applicatifs. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la partie verte. Parce que si vous vous souvenez, au tout début, on a parlé de données texte, données numériques, données spatiales, on n'a pas trop parlé, mais je pense que ça peut être très intéressant, données d'images, etc. Et pour tout ça, il faut des librairies. Il faut des librairies mathématiques qui permettent de traiter ces données. Et donc c'est tout ce qu'on a appelé ici Analytical Processing, c'est tous ces petits moteurs qui sont dans la plateforme qui vont nous permettre de faire ça. Alors si on zoome un tout petit peu sur les moteurs analytiques qui sont dans la plateforme, quand on parle machine learning, souvent on pense tout de suite à prédictif. Alors, c'est pas faux, hein, on va penser réseau de neurones, on va penser ceci, on va penser cela, régression logistique, ce que vous voulez. Oui, mais, voilà. Mais vous n'allez pas faire une régression logistique sur du texte. Voilà. Donc, il y a un moment donné où il faut quand même avoir un moteur d'analyse de texte. Hein, voilà. Ou sinon, vous avez un autre outil à côté qui vous permet de faire l'analyse de texte. Vous faites votre analyse de texte, mais vous n'êtes pas sur la plateforme qui vous permet de faire du machine learning. Donc c'est après, comment vous faites? C'est plus la même donnée, vous la dupliquez, etc. Donc c'est pour ça qu'on a été développé différents moteurs qui remplissent un job particulier, hein, et qui sont dans la plateforme. De la même façon, quand vous traitez la donnée spatiale, peut-être que vous êtes sur Esri, ou peut-être que vous êtes sur je ne sais pas quoi, et vous traitez la donnée spatiale dans un coin, mais ce sera peut-être bien aussi de faire du prédictif sur cette donnée spatiale. Donc, ça peut être intéressant d'avoir les deux moteurs dans la même plateforme sur la même data. Donc là, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail de chacun de ces moteurs, mais de façon très rapide. Alors tous, pas tous, oui, on va parler de streaming et séries. Bon, alors juste en deux mots, sur la notion de données séries, c'est la notion de données temporelles. Les données temporelles ne sont pas toujours simples à traiter dans une base de données en ligne comme ça. Il faut les trier, il faut mettre le même temps entre chaque donnée, enfin voilà, c'est pas toujours simple. Et puis si on a plusieurs variables qui ont pas obligatoirement les mêmes timestamps, c'est assez pénible à faire. Et donc là en fait c'est juste la capacité ANA nativement en fait comprend la donnée temporelle. Et donc pour lui, qu'on soit toutes les millisecondes, toutes les minutes, toutes les heures, et puis qu'à côté une série d'à côté soit on va dire une notion différente, c'est pas un problème. Il arrive à les cadrer, il arrive à traiter ces données temporelles sans qu'on soit obligé de les trier ou de faire plein de travail dessus. Donc ça, je ne vais pas en parler. C'est juste ayant en tête que la notion de série temporelle est complètement native dans la plateforme. Si je rentre sur spatial, c'est quoi la notion de spatial? Donc là, on travaille, pour développer ces moteurs, on a beaucoup travaillé avec Esri, hein, donc on est partenaire d'Esri. On est devenu une base de données officiellement GIS, hein, donc on est une vraie base de données géospatiale, on va dire ça comme ça. Et donc, pourquoi je parle de ce moteur alors qu'on parle d'IA et de ML? Parce que pour moi, c'est une source de data qui est vachement importante, le spatial. Alors, le spatial, c'est pas obligatoirement que les satellites, hein, mais c'est une coordonnée, c'est un chemin, c'est un polygone, c'est des multipolygones, etc., etc. On a de plus en plus cette data, que ce soit des voitures connectées, des montres connectées, nous, nos téléphones, et de plus en plus, que ce soit dans le marketing ou dans l'optimisation d'un immeuble, on va regarder cette donnée-là. On va aller faire des cartes de chaleur, on va comprendre les déplacements, et donc on va traiter la donnée spatiale, et donc c'est pour ça qu'on a développé ce moteur. Donc c'est pas juste de la visualisation sur une carte ou sur un plan, c'est comment je fais pour traiter, faire des calculs. Excusez-moi, il fait chaud avec les lumières. Ouais, vas-y, parce que... comment je fais pour traiter cette donnée, et donc traiter la donnée, ça veut dire quoi? On a des centaines, donc là j'en ai mis quelques-uns seulement. Comment je fais pour déterminer qu'un point est dans une aire? Ça peut être pour la zone de chalandise,
ça peut être où est-ce que j'installe mon prochain magasin, ça peut être comment j'optimise le trajet de mon livreur. Hein, mon livreur, il a 10 points à faire, comment je fais pour optimiser ce trajet? Donc optimiser ce trajet, c'est pas juste fais comme tu veux, tu connais les routes. Non, non, c'est quand on commence à faire du calcul, ça commence à être des lignes, des périmètres, des aires, etc. Voilà. Donc comment je fais pour simplifier ce traitement? Donc là, on a un moteur d'analyse de données spatiales, donc là je vais aller très très vite. Et par exemple ici, on voit sur un tsunami au Japon, pour un réassureur allemand, puisque nos premiers à nous suivre sur ce genre de choses sont souvent des Allemands, vous l'avez bien compris, où on travaille, on est partenaire avec la European Spatial Agency, qui toutes les nuits couvre la Terre en photo. Voilà, on prend la Terre en photo, et donc on a les données, on va dire, quasiment en temps réel. Et donc là, on fait un avant-après, comme dans les stations de ski, avant la neige, après la neige, vous voyez. Moi, j'aime bien faire ça. Bon, là, ici, c'est ce qu'ils font. Et en fait, l'objectif pour le réassureur, c'est d'essayer d'avoir une estimation du nombre de kilomètres carrés affectés par le tsunami. Donc là, on voit bien que c'est avant, il n'y a pas. Et là, ici, c'est en grisé, enfin marron, le tsunami est passé. Donc comment je fais pour avoir une notion pour un réassureur ou un assureur, etc., pour analyser cette image, pour essayer de me dire, tiens, j'ai 3 km carrés affectés, dont 1 de urbain et 2 d'agriculture. C'est quoi mes coûts? Qu'est-ce qui va m'arriver là? Et donc, ou alors c'est quoi ma police d'assurance pour l'année prochaine, etc., etc. Et donc là, on a été faire de façon totalement automatique des calculs sur des footprints urbains, agriculture, etc., en mixant la data SAP des systèmes ERP, où sont mes écoles, où sont mes bâtiments, etc., etc., avec la data spatiale, et pour aller faire des calculs, et donc les indicateurs que le réassureur veut avoir. Alors de la même façon, on fait ça pour calculer, par exemple, calculer l'indice de couleur du verre, pour calculer des indices de sécheresse, pour calculer des indices de probabilité d'incendie, etc., etc., pour optimiser l'allocation des pompiers. Donc tout ça, en fait, ça utilise le spatial, obligatoirement. Ça utilise, spatial pas dans le sens espace, hein, mais spatial dans le sens données géographiques. Et tous ces trucs-là doivent utiliser la donnée X, Y, Z. Voilà. Et X, Y, Z, pas seulement, ça peut être quelque chose de plus compliqué. Là, je prenais l'exemple avec ce même réassureur. Donc là, c'était pour un cas d'usage particulier, mais ce même réassureur a envie d'avoir un indice de probabilité des taux d'incendie, voilà, aux États-Unis, voilà, pour calculer les polices d'assurance sur votre maison. Comment on fait? On utilise les mêmes images, un peu plus zoomées évidemment, on fait du machine learning pour faire une estimation de la couleur des arbres, la couleur des sols, on sort un indice, et tous ces indices permettent de faire des modèles mathématiques derrière pour calculer une probabilité de feu. Voilà. Et cette probabilité de feu, au final, elle donne un prix d'assurance. Oui, mais donc c'est plusieurs étapes sur la même data qui permettent, à partir d'une image satellite, dans la même plateforme, d'avoir un prix d'assurance ou une probabilité d'incendie, et donc de prévenir aussi sur la partie secours, sur les pompiers, d'optimiser l'allocation des pompiers. Voilà, donc ça c'est une utilisation d'un moteur spatial. Alors là j'avais un autre exemple, je ne vais pas faire la démo live, mais c'est notre GRDF aux Pays-Bas, voilà, qui s'appelle Alliander, qui de la même façon fait du calcul de distance en temps réel entre des bâtiments et les pipes. Voilà. Il y a une fuite de gaz à un endroit, paf, je fais des simulations en temps réel pour aller voir où est-ce qu'il y a des bâtiments qui peuvent être à risque, etc. Alors là, ça paraît pas obligatoirement très compliqué, mais pour un géomaticien, ça l'est, parce qu'on est en train de mettre en place, on est en train de mixer des systèmes. Tout ce qui est en bleu, c'est les pipes, hein, c'est les assets de GRDF, donc c'est les assets que vous avez dans votre ERP, et puis tout ce qui est en orange, c'est le cadastre. Ouais, le cadastre, c'est pas dans les mêmes systèmes. Alors ça, c'est un exemple sur comment on fait traiter, et donc, après, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais Alexis, c'est pas du machine learning ». Bah ouais, non, quoi, oui et non. Hein, parce qu'on l'utilise beaucoup pour faire du machine learning, quand même, à partir du moment où on a de la donnée spatiale. Donc ça, c'est un moteur qu'on a dans la plateforme. Si on vient ici, après, sur la partie texte, le texte, est-ce que c'est du machine learning ou pas? Ça peut être un débat, mais il faut que je traite la donnée textuelle. Donc là, on va avoir, on a créé, donc ça fait une vingtaine d'années qu'on a créé un moteur d'analyse de texte dans la plateforme. On a une vingtaine de linguistes qui travaillent à plein temps là-dessus. Et à quoi servent les linguistes? Les linguistes, ils servent à plusieurs choses. Ils servent à sortir les sentiments. Alors les sentiments, c'est pas que j'aime pas, hein, mais on va dire, c'est comment je fais pour comprendre d'une façon linguistique la phrase. Ce PC n'a jamais été aussi bon, ou ce PC n'a jamais été bon. Et ben le si, en fait, il change tout.
Donc en français, nous on le comprend bien. Par contre, si on est en arabe, si on est, là moi je comprends plus. Voilà, je mets ça dans le traducteur. Voilà, donc comment je fais pour comprendre cette sémantique qu'il y a donc on a une trentaine de langages officiellement aujourd'hui supportés. Donc c'est un petit peu plus parce qu'il y a parfois le mandarin et le chinois, ça fait une langue seulement alors que ce sont les deux, etc., etc. Donc c'est comment je fais pour analyser la donnée texte. Alors cette donnée texte, peut-être faire une petite démo après. Il y a plusieurs choses à comprendre dans les données texte. C'est que je vais sortir des informations du type on parle d'un monsieur, on parle d'une dame, on parle d'une date, on parle d'un lieu, et puis après on va parler d'un sentiment. Voilà. Donc c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Quand je dis cette chambre n'est pas propre, eh ben, il faut comprendre que le propre il est appliqué à chambre. Et donc c'est comment je fais pour relier aussi ces différents termes. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle ici l'extraction de sentiment et d'entité. Voilà. Donc ça c'est un moteur qu'on a dans la plateforme. Est-ce que je vais avoir le temps? Je ne me rends pas compte, Jean-Luc, de quand est-ce qu'on a commencé et quand est-ce qu'il faut que j'arrête. Pour l'instant, ça va, tu es encore dans le timing. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me reste combien de temps? S'il me reste que 5, je fais pas de démo. Non. Il faut savoir que voilà, on prend n'importe quel type de format en entrée, hein, texte, PDF, message, ce que vous voulez. C'est ce qu'on va utiliser, par exemple, dans le truc dont je vous parlais tout à l'heure, Ticket Intelligence. Comment je fais quand je suis en train de taper mon ticket IT? Et ben en fait, il est en train d'analyser ce que je suis en train d'écrire. Voilà. Donc comment je... Voilà. Je ne vais peut-être pas faire de démo, parce que je voulais en faire 2-3 autres après. Donc je ne vais pas en faire maintenant. Voilà, donc il faut savoir qu'on a un moteur d'analyse de texte. Pareil, vous aurez ce slide où justement on a mis en place, alors c'est pas joli, hein, mais une petite interface, vous avez un lien, je pense qu'il doit marcher, où vous pouvez taper n'importe quoi là-dedans, et puis vous allez voir ce qui ressort. Le but c'est de structurer du non structuré. Hein, le texte c'est du non structuré. Comment je fais pour analyser toutes les datas qui sont dans mes systèmes? Dans les systèmes ERP, il y a plein de champs de texte. Alors, il y a plein. Aujourd'hui, personne qui l'utilise. Bon, faut être clair. Donc, c'est dommage. Alors après, un autre moteur, si je ne suis pas sur la donnée texte, mais je suis sur la donnée plutôt classique numérique, ou on va dire structurée, un peu plus structurée, on va faire du machine learning, du prédictif, etc. Pour ça, on a plusieurs façons. Et on va avoir ce que nous on appelle des librairies. Alors on a une librairie qui s'appelle PAL, Predictive Analysis Library. Voilà, je vous montrerai les algos qui sont derrière. C'est en gros les 100 algos les plus utilisés sur le marché. Bon, voilà, réseau de neurones, régression logistique, tout ce que vous voulez. Les classifications, les clustering, voilà. On va avoir une librairie propriétaire, parce que ça c'est les algorithmes classiques en fait, que tout le monde utilise, étudiant, ou dans Excel, ou avec un autre outil, ou avec SAP. On va avoir une librairie propriétaire qui s'appelle APL, Automated Predictive Library, qui vient de l'acquisition de cette société KXN, dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est, on n'a pas besoin de coder, on n'a pas besoin de choisir son algorithme. Voilà, c'est une entreprise qui avait comme objectif de simplifier au maximum le machine learning. Et puis on va avoir tout ce qu'on peut appeler de l'externe, on va avoir les autres types de librairies. Donc R, par exemple, parce que si on regarde les algorithmes qui sont présents, que l'on a redéveloppés dans la plateforme, donc temps réel, etc., tous les arguments de la plateforme ANA, on va dire ça c'est les plus classiques. Donc il y a un peu de tout, hein, mais il n'y a pas obligatoirement tout. Voilà. Il y a un peu de tout, mais pas tout. Parce que, par exemple, si je suis dans la pharma, eh ben, je vais peut-être vouloir faire un truc très particulier dans la pharma. Et ben là, en fait, l'algorithme, il n'y est pas. Voilà. Donc s'il n'y est pas, qu'est-ce que je fais? Ben, j'importe la librairie R. Voilà, R qui est un des langages les plus utilisés avec Python, etc. En termes de data science. Mais on va dire avec ça, celui qui me dit bah ouais, il me manque plein de trucs, bah je comprends plus quoi. Ça c'est les algorithmes qui sont donc remis dans la plateforme en temps réel. Après, comme je l'ai dit tout de suite, on a la possibilité d'utiliser. Ouais, s'il vous plaît, quelle est la différence entre ce que vous avez redéveloppé et les algorithmes qu'on retrouve dans les librairies? Bah, en fait, c'est les mêmes. Alors, ce sont exactement les mêmes. Un réseau de neurones reste un réseau de neurones, ou un K-means, pour faire la classification, reste un K-means. Par contre, comme il a été redéveloppé dans la plateforme, c'est une notion de performance, d'accès sur la data unique. On n'est pas en train de demander, par exemple, si je veux faire du TensorFlow ou je sais pas quoi, on y a accès, on peut le faire. Par contre, la data, il va falloir qu'elle sorte de la plateforme, qu'elle aille dans un serveur R ou dans un serveur TensorFlow ou ce que vous voulez. Il va faire le calcul et il va vous renvoyer le résultat. Alors si on est sur un fichier Excel, à la limite, le problème, on s'en fiche, c'est transparent. Par contre, si on est sur
des terras de data, ça commence à poser un problème. Et c'est pour ça qu'on a redéveloppé, on va dire, les algos courants dans la plateforme pour qu'en fait la donnée ne change pas. Et pour que nous, les applicatifs qui sont tout là-haut, là, qui vont faire parfois un Camins ou qui vont faire parfois je sais pas quoi, et ben en fait ils n'aient pas besoin de faire appel à un serveur externe. Voilà. C'est vraiment l'objectif pour SAP, d'offrir cette plateforme pour les data scientists et puis surtout pour les applicatifs. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que ouais, les algorithmes qui sont développés sur R et qui viendraient d'une troisième partie, enfin d'une tierce partie, ne tournent pas sur la plateforme. Ah bah non. Bah non. Vous ne pouvez pas les intégrer. Ah bah non. Alors on peut écrire dans la plateforme, c'est-à-dire qu'au point de vue d'un utilisateur qui va écrire son code, et ben il va écrire dans la même plateforme, dans la même interface. Par contre, il y a un moment donné où quand il va faire du R, s'il écrit en R, eh ben, la plateforme elle comprend qu'il est en train d'écrire en R, donc à ce moment-là, elle va balancer les datas dans le serveur R. Ah, parce que c'est R, c'est pas R comme c'est gratos, ça peut pas être dans SAP, si vous voyez ce que je veux dire, enfin dans SAP, dans la plateforme. Et c'est la même chose avec Python, c'est la même chose avec TensorFlow, etc. etc. On peut écrire ces langages-là dans la plateforme. Par contre, à partir du moment où on fait appel à une librairie externe, c'est la librairie externe qui travaille. Je sais pas si c'est clair, mais c'est voilà, l'idée, quoi. L'idée, c'est de ne pas avoir 50 interfaces pour faire un truc. Donc, on a la possibilité d'écrire ça dans la plateforme, mais voilà, c'est pas la plateforme en elle-même qui le fait. Alors, juste un mot sur... on parlait d'analyse d'image, etc. tout à l'heure. Nous, on utilise beaucoup TensorFlow, Google. Voilà, on n'a pas ambition, nous, SAP, à redévelopper des librairies, enfin, ou des algorithmes, librairies, etc. d'analyse d'image. Je pense que le meilleur sur le marché, ça va être Google. C'est quand même lui qui a toutes les images du monde. Et puis, ça fait quand même des années, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on vous demande si vous êtes un robot, vous cliquez pour où sont les bus. Ça, ils apprennent. Tout ça, c'est vous qui, enfin, c'est vous et c'est moi aussi, qui font apprendre à Google ce que c'est que des images. Donc, on utilise la librairie TensorFlow. Donc ça, c'est les algorithmes classiques, et donc, enfin classiques, oui, mais enfin, il y en a beaucoup. Comme je disais, parfois, on fait appel à une librairie externe. Donc en R, en ce que vous voulez. Dernière librairie dont j'avais envie de parler aujourd'hui, et puis après on va faire 2-3 mini démos pour vous montrer ce que c'est, pas sur des slides. C'est l'analyse de graphes. Alors c'est quoi l'analyse de graphes? C'est pas le graphique au sens Excel, c'est le graphe au sens lien, relation. Je suis un policier, je ne sais plus de quel film j'ai pris ça, mais là je pense qu'avant qu'il trouve le meurtrier ou le voleur, ça va être chaud. Le but c'est ça, c'est de comprendre à travers ces liens, des liens 1 à 1, donc bipartites, etc., ou 1 à 3, ou comment je fais pour comprendre les groupes, les relations entre les choses, les proximités, la proximité entre les choses. Et donc c'est toutes ces notions-là, de proximité, de groupe, de communauté, etc. etc. Le meilleur exemple qu'on voit assez souvent, c'est, j'imagine que tout le monde a LinkedIn ici. Bon LinkedIn, parfois, vous voyez votre réseau. Alors vous avez votre réseau, puis le réseau de votre réseau, et puis etc. etc. Donc c'est un peu cette notion de réseau. Et puis dans le réseau, il y a une proximité. C'est-à-dire que, alors dans LinkedIn, ça s'appelle juste, c'est le réseau de votre réseau, puis c'est le réseau de votre réseau, donc c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Bon après, ça peut être beaucoup plus compliqué quand on commence à être là-dedans. Parce que LinkedIn, c'est que des personnes. Donc, on est en train de faire quelque chose d'assez simple, entre guillemets. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est sur du lieu, on est sur du texte, on est sur des gens, on est sur des choses, on est sur des événements, donc du timestamp, et tout ça, ça commence à devenir compliqué à traiter. L'objectif, c'est de rendre ça en ça. Alors, bien sûr, cette image-là n'a rien à voir avec l'image d'avant, mais l'objectif, c'est de faire des réseaux comme ça, parce que ça sert à plein de choses. Ça sert dans la maintenance prédictive, bizarre, mais ça sert, parce qu'on va voir des catégories de machines, des catégories de panne en fonction des machines, etc. Ça sert en marketing. Comment je fais, si tout le monde ici, quasiment tout le monde ici, a le dernier iPhone, et puis que ceux-là, ils n'ont pas le dernier iPhone, qu'est-ce que vous faites? Vous allez proposer le dernier iPhone à ceux-là, parce qu'ils sont proches, ils sont dans la même communauté. Voilà, c'est des choses comme ça. Dans le terrorisme, dans la fraude, la police, voilà, c'est des choses qu'on utilise. C'est comment je fais pour repérer des liens dans des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces librairies de graphes, donc c'est des mathématiques sur des notions de distance, d'appartenance à des groupes, etc. Le but, c'est pas de le regarder. Là, c'est fait pour faire joli, mais jamais dans la vraie vie, enfin quasiment jamais, vous allez regarder le graphe. Parce que si vous commencez à dire c'est quoi la communauté de celui-là,
et ben, le graphe il va s'étendre. Et en fait, ça devient un feu d'artifice incompréhensible avec l'œil humain. Donc l'objectif, c'est de ressortir de ça, de cette analyse, des données. Ça peut être, cette personne appartient au groupe 1. Et puis, elle est liée au groupe 3. Et puis le groupe 3, ils sont en moyenne comme ça. Et puis la distance entre le groupe 1 et le groupe 3, c'est ça. Et donc tout ça, après, ça sert dans un modèle mathématique. Les librairies de machine learning qu'on a vu juste avant, hein, c'est un input, c'est des nouvelles variables pour aller faire un modèle mathématique plus avancé. L'exemple classique, les telcos. Voilà, ça peut être par exemple ici un groupe, ça c'est moi, et c'est les gens que j'appelle. Voilà, par exemple. Et puis il va y avoir un lien. Alors moi j'appelle beaucoup ma mère m'appelle beaucoup, vous voyez. Donc le lien il va être gros, et en plus il va avoir un sens, etc. etc. Par contre, si ma mère elle commence à partir de chez Orange, et qu'on a un lien très fort, et que toute ma communauté commence à partir de chez Orange pour aller chez SFR, et bien ça c'est une très très forte notion de attention Orange, le monsieur là il va partir. Donc ça c'est des choses, ça marche encore mieux en fait que les modèles de machine learning classiques pour aller faire ce qu'on appelle le churn, voilà, et des choses comme ça. Donc le graphe extrêmement important de plus en plus parce que les données ont beaucoup de liens entre elles et on ne le sait pas. Donc là voilà, on a plusieurs algos, types d'algorithmes de graphes dans le moteur. Alors, maintenant je dois dire, je vais avoir fini. Ouais, je pourrais peut-être faire cette petite démo rapide sur le graphe. Vas-y, ça peut être ça.